Gérald, bonjour. Oui, bonjour. Nous revoilà pour un hangout tous les deux. Ouais. Cette fois-ci sur un sujet un peu plus pointu, puisque Gérald est avocat à Lyon et spécialisé sur les TIC. TIC. Un TIC. Ouais. Et puis le droit de l'internet, on va dire, l'informatique. Le droit de l'internet et de l'informatique. Ok. Donc le sujet du jour, c'est les conditions générales d'utilisation de YouTube. On utilise tous les jours cet outil. De plus en plus, tout le monde est dessus. Et je ne sais plus combien de dizaines de millions d'utilisateurs en France. Et dans le monde, c'est encore pire. C'est le deuxième ou troisième site le plus utilisé. Et on ne va pas tous lire les conditions générales d'utilisation. C'est des grosses documentations qui expliquent ce qu'on peut faire avec ce truc, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et donc, j'ai demandé à Gérald de nous décrypter un peu tous ces textes sous l'angle juridique et nous expliquer c'est quoi les conditions générales d'utilisation de nos sites, déjà, et de YouTube en particulier. Oui, puis on s'est intéressé à ça parce que ça avait changé assez récemment. En tout cas, il y a eu des évolutions dans les conditions de monétisation, ce qui a remis un petit peu le focus sur cette question-là, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements dans la communauté, notamment des personnes qui vivent en partie de YouTube. Les YouTubeurs. Qui du coup se sont retrouvés parfois un petit peu mis à la rue par le nouveau système mis en place par YouTube. Alors on s'est posé la question de l'évolution des CGU de YouTube aussi, en se disant finalement à quoi ça sert les CGU, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière, et dans le cas présent, dans la modification qui nous intéresse, qu'est-ce qui a été modifié, s'il y a des choses qui ont été modifiées. Alors, je ne sais pas si ça va passer à la deuxième slide peut-être tout de suite. Voilà. Première question, voilà le mécanisme de fond et peut-être les raisons de la modification des CGU. Alors je répète, 6 modifications il y a eu. C'est d'abord que, on est tous d'accord que depuis qu'il y a Internet et depuis qu'il y a même, je dirais, la digitalisation qui est rendue possible, la numérisation qui est rendue possible, le support est devenu finalement une denrée courante, c'est-à-dire qu'on peut copier de façon très très simple, et donc ça a toujours posé un nouveau problème pour les ayants droit, parce que ce qui était avant soumis à des conditions matérielles de copie assez compliquées, c'est devenu très très simple. Copier une œuvre est devenu tellement simple que les gens finalement ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en train de commettre ce que l'on appelle une contrefaçon. Donc la question, c'est souvent sur YouTube celle du respect des droits d'auteur. Le risque très clairement pour un site comme YouTube, alors on devrait peut-être d'ailleurs dire Google, je ne sais plus d'ailleurs ce qu'on doit dire, YouTube ou Google. Non, on va rester sur YouTube parce que les conditions générales d'utilisation sont sur YouTube. C'est vrai, mais en même temps, on a des contrats qui sont aussi qui nous lient directement à Google, notamment à Google Irlande pour la partie notamment financière du site. Donc, YouTube aujourd'hui, leur problème c'est quoi ? C'est de risquer de diffuser du contenu qui serait sans droit, du contenu qui serait du contenu contrefaisant, on appelle ça. Donc, tout l'enjeu pour les sites, alors YouTube, puis d'ailleurs on peut élargir aux autres, je pense qu'on peut élargir aux sites, tout ce qui est site communautaire de type Web 2.0, où on a... Ce que j'appelle moi un média social, c'est-à-dire on va déposer des médias, du Storyfy, du SlideShare... Tu es en train de me dire qu'avec mon 2.0 je suis has-been, c'est ça ? Un peu. Ouais, d'accord. Média social, alors du coup c'est du communautaire, voilà, parce que tout le monde peut mettre son contenu, et effectivement il y a du contenu dont on ne sait pas trop d'où il vient, ça a toujours été le problème de ce type de médias, ou la richesse d'ailleurs, parce que je dis problème c'est un peu négatif, mais c'est peut-être aussi la richesse de ce type de médias. Et puis donc depuis les années 2002 je dirais, oui. On a du coup juridiquement ce problème qui est né de savoir justement comment on gère les droits de ces personnes qui sont des contributeurs et qui vont venir apporter en masse quelque chose qui en même temps fait la richesse de ces sites, mais qui en même temps apporte énormément de risques du point de vue juridique, parce que ce contenu est complètement sauvage, non maîtrisé, et que donc il va falloir qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à faire en sorte que l'Internet ne soit pas un Far West.
Donc on a historiquement ce gros décalage entre l'image de l'Internet qui a toujours été une sorte d'Eldorado pour certains, avec c'est le World Wide Web, avec vraiment une image de liberté, de possibilité de faire tout et n'importe voilà, quoi. voilà. Et alors qu'évidemment, d'un autre côté, petit à petit, les lobbies, l'industrie, les ayants droit sont revenus à l'assaut pour regagner du terrain parce qu'ils se sont fait complètement flouder, débordés par ce système-là. Et petit à petit, ils sont en train d'essayer de remettre les choses, finalement, juridiquement parlant, dans leur ordre à eux, pour domestiquer cet Internet qui les a un petit peu débordés. Ah, pour fixer les choses, quand tu parles de masse, c'est pour donner une idée quand même, en ce moment, ils se déposent 5 jours de vidéos par minute sur YouTube. Ouais. 5 jours de vidéos par minute, c'est hallucinant. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, alors, et ça met en avant un point qui est très très important, c'est que très souvent ces médias-là mettent en avant justement la masse de données qu'il leur est apportée pour se défendre. On en reparlera tout à l'heure sur la responsabilité. Ils se défendent de leur capacité à filtrer ce qui se passe parce que justement il y a trop de données qui arrivent. Et on sent bien que le caractère très technique de ce filtrage, il a forcément nature à évoluer dans le temps parce que finalement on oppose un argument technique à un argument juridique. Il y a des droits qui sont violés, oui, mais moi je n'y peux rien. Techniquement. Et donc, à un moment, forcément, ça bloque. Donc, on va forcément connaître une évolution avec l'évolution des technologies, notamment des technologies intelligentes de filtrage, etc. Donc, je pense qu'on est d'ailleurs très très vite au cœur du sujet quand on parle de ça. Quand on dépose aujourd'hui une vidéo, si on met une bande-son qui n'est pas à nous, il détecte la bande-son, il nous le dit. On prend de la musique, des choses comme ça. Avez-vous les droits sur cette musique? On a dès le dépôt le truc. Moi, ça m'est arrivé parce que je refais des montages, des choses comme ça, de redéposer 2 fois la même vidéo. Fais attention, ce contenu est déjà existant. Donc techniquement, ils ont vachement avancé. Ils font des empreintes. Voilà. Ils font de l'empreinte d'œuvre. Donc ça, c'est très très bien. Et je me souviens de jurisprudence, encore en parlant surtout de Dailymotion, où là, on disait, où le magistrat disait spontanément ah mais oui, mais mes pauvres enfants, effectivement, vous ne pouvez pas filtrer tout ce qui se passe parce que vous recevez 60 000 vidéos par jour. Et le magistrat, on le sentait quasiment époumoné de cette masse d'informations. Il était tellement pris qu'il disait mais oui, vous ne pouvez pas avoir autant de salariés pour filtrer à la main. Voilà. Donc on avait des arguments qui étaient parfois un peu fallacieux et peut-être qu'on aura à refaire un hangout pour voir la réaction de Dailymotion et tout ça parce que Dailymotion va peut-être devoir suivre le mouvement. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais il y a forcément un décalage qualitatif pour les auteurs qui va être important à suivre. D'accord. YouTube. Alors, revenons à notre YouTube. On va passer à la prochaine slide pour dire que ce mécanisme de fond qui est justement ce mécanisme de protection, de responsabilité de YouTube vis-à-vis de son contenu, ils en ont bien conscience puisque même que sur le seul territoire français, on a quand même pas mal de décisions et d'affaires qui les ont concernés. Ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne, et c'est-à-dire qu'ils prennent les assauts des ayants droit. Alors là, j'ai cité quelques exemples avec les liens, je crois qu'ils pointent tous vers l'Église, qui disent voilà, on a du TF1, on a du H&M, on a des sociétés de protection des droits d'auteur, enfin de gestion des droits d'auteur, on a l'INA, on a des humoristes qui tous, à chaque fois, enfin tous, ils ont eu le même problème, c'est-à-dire ils se rendent compte qu'un contenu est diffusé sans droit sur YouTube et que très clairement ça leur porte un préjudice. Donc leur souci c'est de faire cesser cette atteinte-là et ils vont s'adresser directement à YouTube avec plus ou moins de succès, mais surtout ce qui va nous intéresser ici c'est que systématiquement le statut, ce qu'on appelle le statut d'hébergeur a été retenu. Alors je vais peut-être faire un petit rappel de ce qu'est le statut d'hébergeur par rapport au statut d'éditeur, c'est-à-dire que historiquement, on ne connaissait que le statut d'éditeur. Mais là, tu parles par rapport au droit français. Oui. D'accord. Ah oui. Historiquement, on avait un droit qui était uniquement celui de l'édition, donc celui de la presse. Et puis, petit à petit, donc dans les années 2000, on s'est rendu compte qu'il y avait l'émergence d'autres choses, de gens qui étaient des intermédiaires techniques.
Donc, en 2004, on a eu ce qu'on a appelé la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la fameuse LCEN, juin 2004. Et cette loi, elle a mis en place deux statuts. L'un qui était celui qui était rappelé d'éditeur et qui renvoyait au droit de la presse, et puis un nouveau qui était celui d'hébergeur. Sous-entendu, hébergeur technique. Donc, les hébergeurs avec des machines, qui fournissent de la puissance de calcul, de la bande passante et de l'hébergement. Et à côté de ça, on avait évidemment les fournisseurs d'accès Internet qui étaient vus uniquement comme des gros prestataires, des fournisseurs de tuyaux. Bon, maintenant ce qui s'est passé, c'est que la loi, elle arrive finalement, elle rentre en vigueur en 2004. Et en 2004, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit arriver, émerger les fameux sites collaboratifs. Voilà. Et ces sites, eh bien, ils sont à la fois éditeurs, parce qu'ils éditent bien un site, mais à la fois hébergeurs, parce qu'ils accueillent du contenu qu'ils ne maîtrisent pas. Et on se retrouve complètement à cheval sur les deux. Et là, les premières jurisprudences commencent à tomber, et on commence à avoir des surprises de taille, parce que suivant les magistrats, suivant les juridictions, un coup, on dit vous êtes éditeur et vous êtes responsable, et puis d'un autre côté, on va dire bah non, finalement, vous êtes complètement sorti, vous bénéficiez de la responsabilité adaptée des hébergeurs, et donc effectivement, dans un premier temps, vous n'êtes pas responsable tant qu'on ne vous a pas prévenu qu'il y avait un problème, et il faut respecter un certain formalisme pour ce faire. Donc, deux poids, deux mesures, et puis on a eu une série de jurisprudences avec Dailymotion, ou vraiment des grosses jurisprudences d'appel qui sont venus donner une sorte de mode d'emploi pour les magistrats. Et là, on leur a dit, attention, ces sites-là, très clairement, tout ce qui est site collaboratif, médias sociaux, ce sont des sites qui sont des hébergeurs. Donc s'il faut interpréter la loi, eh bien, on va l'interpréter comme ça. Ces gens-là, tant qu'ils ne se mêlent pas trop du contenu, tant qu'ils sont étrangers au contenu, ils vont être complètement considérés comme des hébergeurs, même si la loi est mal fichue et que la loi finalement elle est déjà désuète au moment où elle sort. D'accord. Mais YouTube, lui, quand il fait des conditions générales d'utilisation, il ne les fait pas par pays. C'est quelque chose qui est assez global. Oui, et il ne les adapte pas par pays. Les CGU prévoient simplement qu'il y a un principe général et que parfois la loi du pays peut dire le contraire. Bon, d'accord. Et qu'à ce moment-là, il faut respecter la loi du pays. Voilà. Bon, ça c'est pour les parties. Dans les affaires que tu as citées, TF1, H&M, etc., il y a eu des procès, il y a eu la jurisprudence leur a donné raison, il y a eu des indemnités, comment ça s'est passé? Systématiquement, dans tout cela, YouTube a gagné, était mis hors de cause. D'accord. Puisqu'on leur a... Eux, ils ont attaqué YouTube, YouTube a gagné, mais les personnes qui avaient mis les contenus fallacieux, ils ont été retirés. Est-ce que les ayants droit se sont retournés contre... S'ils arrivent à trouver l'auteur du post, de la publication, oui, ils arrivent à obtenir quelque chose. Mais bon, si c'est fait de façon plus ou moins anonyme, par contre, ça devient très très compliqué. Maintenant, si on a effectivement des youtubeurs qui vivent de ça et qui ont vraiment, je dirais, une devanture publique et qui sont connus, après, oui, ils peuvent être inquiétés, évidemment, et là, ils sont poursuivis à titre personnel. Mais dans un premier temps, c'était souvent beaucoup plus facile, face à des internautes qui étaient souvent anonymes, d'aller attaquer. Et là où il y a des sous. Bah oui, voilà, un humoriste, c'est ça. Un humoriste qui voit son spectacle intégral rediffusé, faut bien comprendre qu'il y a un problème pour lui. Et moi, bon, là je mets ma casquette avocat. Je suis de ton côté, je me dis oui évidemment, là c'est de la contrefaçon, c'est quand même son métier, et donc citer un extrait c'est une chose, on peut en discuter, même si c'est un extrait vidéo et que c'est pas forcément évident, mais par contre évidemment des spectacles entiers ou des portions importantes de spectacles, ça devient très très clairement une atteinte. Et puis après on peut discuter tout ce qui est évidemment captation sauvage dans les concerts ou dans les spectacles en direct ou les screeners au cinéma, etc. Donc à chaque fois, on est très très clairement sur de la contrefaçon. La question, c'est pas qu'il y ait contrefaçon ou pas, la plupart du temps, c'est de savoir si YouTube peut être considéré comme étant responsable de ce qui se passe et ce qui est fait par les internautes. Et c'est vrai que la limite, elle est vraiment, on va le voir après, c'est quelle est l'implication de YouTube dans ce contenu. Est-ce que vraiment ils en ont conscience? Et puis quelque part, est-ce qu'ils font de l'argent avec ou pas? D'accord, donc si je résume un peu, les CGU, les conditions générales d'utilisation, c'est un texte qui est fait par YouTube pour dire aux utilisateurs de YouTube, moi j'ai une obligation de moyens et vous avez une obligation de droit. Et moi je suis juste intermédiaire, mais si vous me déposez quelque chose où vous n'avez pas les droits, c'est vous le responsable. Ouais, alors on va voir, on va avancer parce que tu vas vite en besogne. Je vais trop vite. On a,
tu avais fait un petit carré qui a disparu au montage, mais on voit que ça ne tient pas à grand chose finalement, hein, ces conditions d'utilisation. On va les retrouver en bas, tout en bas, là, je ne sais pas si voilà, ici, voilà, là, pareil. Donc on a ces conditions qui sont là, qui vont devoir être acceptées à partir du moment où on utilise le site. Alors, donc on les retrouve, ce petit carré en bas de la page web, on le retrouve systématiquement sur toutes les pages de YouTube. Et moi-même, quand on me demande de monter un site, hein, que ce soit un site collaboratif, que ce soit un site de e-commerce, que ce soit un site avec des montages maintenant de plus en plus compliqués en termes de modèle économique, on a toujours ces conditions générales d'utilisation qui, à minima, s'adressent aux visiteurs. Là, ça s'adresse aux utilisateurs, mais c'est vrai que on peut, si on fouille un petit peu, finalement c'est beaucoup plus riche que ça. Là, c'est un texte. Ce sont les conditions d'utilisation, je dirais que c'est le premier texte. Mais en fait, on le verra au fur et à mesure des slides, il y a tout un tas d'autres textes qui vont rebondir, qui vont s'auto-référencer les uns les autres et qui vont se renvoyer les uns aux autres pour dire, voilà, la politique de confidentialité, elle est là, d'ailleurs elle est juste à côté, là, à droite. Et puis, il y a des chartes, il y a le droit d'auteur, la rémunération. Alors voilà, il y a d'autres, après il y a encore d'autres choses, sur notamment les services payants, qui sont payants pour les utilisateurs sur YouTube, etc. etc. Donc chacun finalement a son lot, a son périmètre d'utilité. Là, les conditions d'utilisation, c'est vraiment les conditions générales d'utilisation, c'est vraiment le premier des textes à surveiller quand on utilise YouTube. Donc quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'effectivement, elles sont dans un premier temps, et c'est là que c'est important, le seul lien contractuel avec les utilisateurs qui vont proposer du contenu. Donc on a des phrases qui reviennent un peu comme des leitmotifs, alors des fois qui choquent d'ailleurs les internautes quand ils les lisent. Pas tellement sur la première partie, mais plutôt sur la deuxième, quand on parle de sensibilisation au droit d'auteur. Donc la première partie, elle vise à affirmer ce que je disais tout à l'heure en termes de responsabilité, c'est-à-dire qu'on dit bien aux contributeurs, c'est vous et vous seul qui avez la responsabilité de mettre en ligne, et donc c'est vous qui devez trier. Donc on va vous donner parfois des bonnes pratiques, on va expliquer des bonnes pratiques, on va dire voilà, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit. Mais par contre après, c'est pas à YouTube de faire un filtrage. YouTube n'est pas la police. YouTube n'est et d'ailleurs pas au niveau européen, on a un texte, une directive dont la LCEN d'ailleurs est la transposition en droit français. Tu me demandais si c'était du droit français. Ça, c'est plus large que ça, parce que c'est bien au niveau européen qu'on a un texte qui dit qu'on ne peut pas imposer à un prestataire ou même à un fournisseur d'accès, par exemple, ou d'ailleurs tout intermédiaire technique, on ne peut pas lui imposer un filtrage généralisé. C'est vu comme une atteinte à une liberté fondamentale qui est la liberté finalement de libre circulation aussi des informations, et puis la liberté d'information et de communication. Donc on a un équilibre à trouver entre les deux, et le droit européen est plutôt favorable quand même à la liberté d'expression. Donc on va avoir cette limite absolue qui est interdiction de surveiller de façon généralisée, donc de filtrer. Et les jurisprudences, notamment une jurisprudence belge qui avait voulu imposer ça à un FA, il s'est fait retoquer. On leur a dit non, vous ne pouvez pas imposer à un fournisseur d'accès Internet, par exemple, de filtrer tout son contenu. Alors après, voir si par contre les opérateurs, eux, ne vont pas le faire spontanément pour éviter des procès. Mais en tout cas, on ne peut pas leur imposer. Donc là, j'ai relevé le 7.3 et le 13, parce que là, on voit bien qu'on met en avant... Donc le 7.3 et le 13, c'est les paragraphes de... Alors c'est directement dans... J'ai fait des copier-coller, c'est directement issu des versions actuelles des conditions générales d'utilisation de YouTube. Et puis on voit dans un second temps que le deuxième souci en termes de responsabilité, c'est de s'assurer ce que j'appellerais la sécurisation de la chaîne de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que les conditions générales d'utilisation, elles sensibilisent les contributeurs aux questions de droit d'auteur. Elles leur disent, je vous rappelle que vous avez potentiellement des droits d'auteur sur ce que vous mettez en ligne, et c'est ça qui choque souvent les internautes, c'est qu'on leur demande de concéder des droits de reproduction et de diffusion à YouTube. Parce que YouTube, pour fonctionner, a besoin de ces droits-là. Alors j'en ai mis une deuxième couche derrière, il y a peut-être une petite redite d'ailleurs, mais c'est pas très grave. On voit donc dans 7.4, 7.6
Alors 7.4, c'est assez simple, mais on vous dit en substance, attention, vous devez avoir les droits sur ce que vous mettez en ligne. C'est la moindre des choses. Alors c'est pas si évident que ça, parce que quand on réfléchit à tout ce qui se fait en ligne, on se rend compte du choc vraiment de culture entre des gamins des fois, ou des grands gamins aussi, qui mettent en ligne plein de trucs, sans avoir aucune idée, sans même se poser la question de savoir si oui ou non ils ont le droit de le faire. Et c'est vrai que la population jeune est tellement immergée dans ces technologies que c'est des trucs qui leur passent complètement au-dessus. Enfin, moi qui donne des cours aussi à des étudiants, il y en a des fois qui débarquent complètement, de moins en moins, mais il y en a encore qui débarquent complètement quand on leur dit attendez, ça c'est pas possible. C'est-à-dire, ils voient, en ce moment, dès qu'il y a un but de la Coupe du Monde, on le retrouve sur Twitter, sur YouTube en 10 secondes après. Oui, mais il faut voir combien les chaînes, elles payent pour avoir juste le but. D'accord. Et quand on voit les sommes, on comprend que ça se fait pas comme ça, quoi. Donc il y a des accords, et eux, ils ont l'impression qu'ils reprennent du contenu et que le partage est quelque chose de naturel, mais non, le partage est techniquement naturel, mais maintenant, juridiquement, il ne l'est pas du tout. Donc le problème, c'est que toutes ces conditions contractuelles, si j'essaie de schématiser, elles ont pour but d'essayer de rendre le droit aussi naturel que la technique. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait vraiment une adéquation entre ce que la technique permet et ce que les droits permettent. Donc il faut qu'on concède un flux de droit qui soit du même diamètre que le flux technique. D'accord ? Parce que souvent, c'est le contraire. On a un flux de droit qui est comme ça, et ce que permet de faire la technique, c'est comme ça. Donc le pipe est différent, et des fois, ça fonctionne peut-être même dans l'autre sens. On a un goulet d'étranglement, la technique permet plein de trucs, puis pouf, ça vient s'écraser contre un débit trop faible. Alors, on a ensuite le 7.7 qui est très intéressant. C'est que là, on va mettre le doigt vraiment sur ce qui a été finalement remis en cause, là. Enfin ce qui a été plutôt alourdi très récemment. On vous dit bien, vous vous engagez à ne pas soumettre au service du contenu sur lequel des tiers détiennent des droits. Donc là, ok, attention, warning, sauf si vous avez obtenu du tiers concerné l'autorisation formelle de diffuser des données en cause et de concéder à YouTube des droits spécifiés. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir soi-même les droits, il faut qu'on ait obtenu du tiers qui a les droits, soi-même les droits de pouvoir concéder une licence à quelqu'un d'autre, et en l'occurrence, ce quelqu'un d'autre, c'est YouTube. Donc on va assez loin dans la logique, mais c'est à ce prix-là qu'on aura ce qu'on appelle une chaîne de propriété intellectuelle qui sera parfaite. Pourquoi ? Ça veut dire que YouTube, s'ils sont mis en danger, vont pouvoir appeler en garantie le contributeur et lui dire « Attendez, vous nous avez dit que vous aviez les droits, donc maintenant vous venez avec nous au procès parce que très clairement, c'est vous qui nous avez mis dans la panade et nous, on pensait que vous aviez les droits sur ce qu'on diffusait. » Voilà. D'accord, donc YouTube, il dit « Je prends les droits d'exploitation, c'est à ma charge, mais les droits intellectuels et les copyrights et tout ça, c'est à la charge de celui qui dépose. » Il dit, contributeur, vous êtes censé avoir des droits et vous êtes censé me les avoir concédés. Donc maintenant, vous pouvez me mentir, les avoir et me mentir, mais en acceptant de mettre en ligne, vous acceptez ce document, vous acceptez cette clause, donc vous êtes censé me les avoir donnés. Maintenant, moi, j'ai pas les moyens d'aller vérifier théoriquement si vous les avez ou pas. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est-à-dire qu'on partait d'une fiction sur le fait que tout le monde était gentil, tout le monde était rose, et que jusqu'à preuve du contraire, YouTube disait « Moi, j'ai les droits, et j'ai pas de raison de vérifier, puisque vous dites que vous les avez. » On était dans cette position-là. Donc, très clairement, aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de rendre effectif ça. Tu vois, on va essayer de rendre effectif ce point-là. Alors, on va aller jusqu'au bout de la logique avec la slide d'après, en disant que, de ce fait, puisque YouTube vous dit que vous êtes censé apporter des droits suffisants et les concéder donc à YouTube, eh bien vous avez une clause qui est modeste, mais je dirais suffisante, pour dire, voilà, vous concédez à YouTube, donc là c'est vraiment la partie A, la ligne A, vous concédez à YouTube un droit non exclusif, hein, évidemment, donc uniquement pour pouvoir diffuser en fait via YouTube. Et on voit que c'est encore plus compliqué que ce qui pourrait paraître. Pourquoi ? Parce que c'est pas le tout de concéder à YouTube. Alors vous voyez la chaîne de propriété intellectuelle que ça impose, c'est-à-dire qu'il faut qu'un ayant droit ait confié au contributeur les droits, que ce contributeur va confier à YouTube,
D'accord? Donc déjà, il faut qu'il ait les droits de confier à YouTube. Ça va encore un cran plus loin, c'est la partie B de cette clause, où on dit, attention, il faut aussi que YouTube ait l'autorisation finalement d'en faire un usage qui soit conforme à ses services. Or, qu'est-ce que permettent ces services? Le partage. Donc il faut en plus que les utilisateurs de YouTube qui veulent partager aient eux-mêmes l'autorisation de faire des exports pour, par exemple, intégrer dans leur propre site. D'accord? Donc, on voit que la chaîne de propriété intellectuelle, elle va partir de l'ayant droit, elle va passer par le contributeur, elle va passer par YouTube, et YouTube, finalement, va elle-même transmettre un droit à l'utilisateur, qui lui n'est pas contributeur, potentiellement, mais qui est utilisateur pur, et qui va rediffuser. Donc, celui qui regarde la vidéo. Celui qui regarde la vidéo, mais qui veut l'embedded, tu vois, qui va la prendre et qui va la foutre sur son site, voilà, il est... Donc, il devient prescripteur de la vidéo. Il n'est pas contributeur, il est prescripteur, en quelque part. Il est diffuseur. Il est rediffuseur. Il est rediffuseur et il lui faut aussi à lui les droits pour pouvoir rediffuser. Et il faut que YouTube ait les droits pour pouvoir lui autoriser. Donc c'est de la sous-licence de sous-licence. D'accord. Et toute cette chaîne-là doit être parfaite. S'il y a un endroit où elle est cassée, celui qui est en bout n'a pas les droits. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de sécuriser. Surtout sur la partie monétique, donc la partie où il y a de la pub. Hein. Parce que ces conditions générales d'utilisation ne sont pas que pour la personne qui a déposé les vidéos. Hein. Elles sont pour tous les utilisateurs. Elles sont pour tout le monde. Pour tout le monde. Hein. Effectivement, elles prévoient le cas où la personne va poster. Mais théoriquement, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ah. Alors, on va peut-être passer à la slide suivante parce que le 8.2 est moins intéressant. Ta question, c'est, je me suis dit, comment on en arrive à ça? Ça, c'est toi qui avais fourni une capture d'écran. Une capture d'écran parce qu'il y a du vécu. Alors, c'est simple. Moi, ça m'est arrivé quand, petite anecdote, quelqu'un nous a pris des vidéos qu'on avait fait, plusieurs dizaines de vidéos qu'on avait produites à l'université, les a republiées au nom d'une autre université. Et en prenant soin d'enlever les génériques de début où il y a nos noms et les génériques de fin où il y a nos sponsors, nos financeurs. Donc c'était vraiment un travail de pirate, de réappropriation des contenus. Donc on peut déclarer ce contenu est à moi, j'ai la preuve, ma vidéo en ligne sur YouTube est à telle adresse, celle du contrefacteur elle est à telle adresse. Ils font fermer, mais ils gardent le lien est toujours vivant. Mais on a une annonce, cette vidéo a été piratée par machin, les ayants droit sont machin, donc si j'ai pu retrouver les liens quand ça m'est arrivé. Mais ça affiche, les gens s'ils gardent l'adresse, ça affiche comme quoi c'est bien ce message noir. C'est bien que tu aies le ressenti de l'auteur, parce que c'est vrai il y a eu beaucoup de messages négatifs sur cette politique appliquée par YouTube de restrictions que l'on va voir après, en disant ça va tuer finalement la créativité, quoi. Et on voit. Alors moi on est un diffuseur scientifique, donc on diffuse gratuitement des choses qui sont déjà financées. Le souci là, c'est plus c'est la paternité, mais d'un point de vue scientifique, c'est du plagiat, donc on n'aime pas trop ça déjà. Mais aussi si des vidéos sont fausses, si on a fait une erreur, ça arrive qu'on a des trucs, des détails. Si on veut les corriger, eux, ce qu'ils ont dupliqué, ça reste très faux. Donc on aurait un petit souci par rapport. Mais c'est aussi la paternité. Et d'un point de vue scientifique, c'est ça. Nous, on ne va pas gagner d'argent. Oui, parce que le partage est assez naturel dans la communauté scientifique. Et en même temps, on ne va pas gagner d'argent. Les financeurs qu'on trouve sont bien contents d'avoir un nombre de vues. Et plus on a de nombre de vues, plus on aura de financement. Subside, voilà. Donc, pas directement, mais indirectement, ça marche comme ça aussi. Moi, le projet est intéressant parce que finalement, YouTube, on le voit, devient une sorte d'outil pour certifier, je dirais, l'antériorité. Et ça c'est très intéressant. Eux-mêmes servent de tiers certifiant. Vous avez clairement dans leur truc, dans leur formulaire. Parce qu'il y a beaucoup finalement de contenu sur Internet où nous on a le problème au moment où se pose la question de la contrefaçon de démontrer que c'est bien la personne qui nous saisit qui est bien l'auteur initial. Parce que qui a fait la vidéo? Bon, évidemment, si on te voit toi en vidéo, on va dire ça peut être que Christophe, c'est sûr. Mais il y a d'autres contenus où c'est pas évident. Et donc là, on voit que la fonction des médias sociaux en tiers de confiance, notamment parce qu'ils apportent un côté historique. Et moi, ça m'est arrivé de mettre dans des dossiers de contentieux des copies d'écran réalisées par un huissier, par contre, extraits par un huissier. Donc, à un coût qui est quand même. Il y a un coût. Ils vont chercher ça. Moi, je l'ai fait, par exemple, sur Facebook.
Parce qu'on avait un contenu, le contenu d'un site, c'était une V1 d'un site qui avait depuis évolué, et très clairement, on n'avait aucune traçabilité de la V1, et on devait dire que le site d'un de nos concurrents était fortement inspiré, même quasiment pompé intégralement, de la V1. Mais comme on n'avait plus la V1, nous qui était en ligne, qu'on avait fait évoluer, on ne pouvait plus le démontrer. Donc on a été chercher des photos qui étaient des copies d'écran sur Facebook, à l'époque du début de la société, au moment du lancement, et on a dit, bah voilà, Facebook, eux, conservent cette image-là, et on voit la date. Et la date, on ne peut pas la falsifier. Donc, du moment que l'huissier est là pour dire, bah oui, effectivement, je vois pas, enfin, moi je vois, je n'ai pas falsifié la date moi-même, et bon, dans la mesure où on peut se dire que Facebook, je les vois pas spontanément aller accepter de modifier une date pour de nouveaux yeux. Voilà. Mais par contre, on a eu des décisions négatives, pas moi, mais par exemple sur archive.org ou archive.org, on a dit non, c'est pas un média fiable pour rapporter l'intériorité. Donc il faudra qu'il y ait de la jurisprudence quand même qui vienne dire oui, on est d'accord pour que on considère que ces intermédiaires-là sont des tiers de confiance, mais qui ont une valeur qui est reconnue par les magistrats et par la loi. Parce qu'en gros, si on peut leur dresser la patte pour qu'ils modifient l'ordre des choses, ça n'est plus des tiers de confiance. Donc ça, c'est très très important. Je ne sais pas si les magistrats leur accorderont leur confiance sur ce point-là. Donc aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui est plus technique que juridique, et par contre, on a une efficacité très brutale au niveau technique. Tu déclares, ils sanctionnent tout de suite. Moins de 10 minutes. Ouais. Ils sont juges et bourreaux. Ouais. C'est ça qui est... Et on va le voir, parce que c'est vraiment, je trouve, la signature de cette question-là, c'est que ce sont les maîtres à bord. Et puis là, c'est une mise au pilori, parce que cette vidéo apparaît toujours avec le nom de l'utilisateur, le nom de la personne qui a émis ça. C'est très très violent. Il faut voir que pour avoir l'équivalent, même en référé, ça peut prendre 3 mois. Pour avoir l'équivalent de ça, et il faut demander la publication de la décision de justice sur le site, ce qui est très très violent aussi, mais là on l'a en 10 minutes, et on a un effet qui est très très négatif pour la personne. Donc on a ce côté qui est incroyable, moi je trouve, on substitue finalement une justice privée à la justice publique. Moi, d'un côté, de mon point de vue, comme ça d'avocat, c'est hyper impressionnant, parce qu'on a une efficacité qui est à la hauteur finalement de la rapidité des réseaux. Alors que aujourd'hui, on est tout en train de dire qu'il y a un décalage entre la rapidité de la justice et la rapidité des réseaux. Ouais, et c'est pour ça que c'est important les conditions générales d'utilisation, parce que là, c'est une mise en application directe. Direct. Voilà. Direct. Et là, on n'est pas en train de faire de la procrastination sur. On ne passe pas par un tiers qui est la justice. T'as fait ça, t'as pas d'accord, clac, voilà. Alors, continue. On continue. Donc, quelles sont les modifications intervenues ? Je disais tout à l'heure, je vais passer très vite. Les modifications, elles visent à sécuriser la chaîne de propriété intellectuelle. Et quand on regarde bien, elles n'ont pas évolué. C'est-à-dire qu'elles ont toujours été telles qu'on les voit. D'ailleurs, les CGU, elles n'ont pas bougé depuis juin 2010. La date est marquée en bas et elles n'ont pas évolué du fait des modifications qui sont pour autant intervenues en janvier 2014. Donc, qu'est-ce qui a bougé ? En fait, c'est plutôt la partie monétisation. Pourquoi ? Et ça ne transpire pas, finalement, ça ne transparaît pas dans les CGU, parce que les principes qu'on vient d'évoquer, ils ont toujours été là. Ça a toujours été le cas. Et tous les réseaux l'appliquent, simplement c'est une question d'application. Donc c'est l'application qui est devenue un peu plus pragmatique, je dirais, et drastique. La monétisation, c'est quoi ? C'est la partie où YouTube a le plus de risques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont impliqués, ils font de l'argent. Je ne sais plus combien ils prennent, c'est 45%, je crois. Sur les... Ouais. Je crois que c'est fou là-dessus, mais c'est plusieurs milliards par mois. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Le contributeur sur les contenus monétisés ne garde que 55%. Donc on voit quand même qu'ils ont une implication forte. Et ce qui veut dire que c'est très très important, parce que si le contenu est un contenu qui plaît, mais que c'est un contenu contrefaisant, ils vont faire beaucoup d'argent grâce à la publicité sur un contenu qui est illégal. Et là, la responsabilité, je dirais, peut être mise en cause à terme, parce qu'il y a un moment, ça craque aux entournures. Enfin, on ne peut pas dire « je ne suis pas responsable, je me bouche les yeux, et en même temps, je prends du pognon ». Il y a vraiment un problème. Donc, une application financière qui fait qu'effectivement YouTube a un risque, et donc, à un moment, risque de voir sa responsabilité mise en cause. Et puis, c'est tout leur business model. Donc,
si vous voulez, moi j'ai un sentiment qui est très clair, c'est que ce truc-là a toujours été prévu. Hein. De toute façon, cette augmentation de la rigueur, elle a toujours été prévue. Simplement, ils ont attendu d'atteindre une masse critique, et puis peut-être le rachat de Google par Google a précipité ça. Une fois qu'ils ont la masse critique et qu'ils peuvent se permettre de perdre des contributeurs, ils enclenchent ce truc-là en se disant il va y avoir de la casse, ils le savent, c'est évident. Par contre, ils vont sécuriser le business model à un point qui est hallucinant, parce qu'ils vont avoir un contenu de qualité, alors que tout le monde à côté est en train de ramer avec des contenus qui sont susceptibles tout le temps d'agiter vraiment les foules et d'attirer les foudres de tous les auteurs. Donc l'aspect qualitatif est en train de monter sur le web, et ça c'est un mouvement global. Et quand je dis ça, je pense aussi à tout ce qui est donné à caractère personnel pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de voir le web qui est en train de monter en maturité, et où j'espère, parce que c'est un truc que je défends depuis longtemps, j'ai l'impression que les acteurs qui vont s'en sortir demain ne sont pas forcément ceux qui vont avoir la plus grosse masse critique de données, mais c'est aussi ceux qui auront un système qui répond aux normes légales. Et ça, c'est super important, parce que ça va complètement changer la façon dont les start-upers aussi, aujourd'hui, voient les montages de projets. J'avance parce que c'est pas le sujet, mais je suis bavard. On y reviendra. On y reviendra. Finalement, la modification intervenue, c'est de dire, bon, pour pouvoir monétiser vos vidéos, vous devez, alors ça j'ai repris dans les pages d'explication finalement qui sont à côté, on explique un petit peu ce qu'il faut faire pour arriver à accéder à cette option qui est la monétisation, et donc pouvoir vivre du contenu qu'on poste sur YouTube. Ce qui est un peu le saint graal quand même du youtubeur, c'est de pouvoir vivre de son art. Ou de ses âneries aussi sur YouTube, pour certains. Ouais. On vous dit, votre contenu peut être utilisé par des annonceurs. Sous-entendu, le contenu, il peut être montrable, et puis il peut intéresser. Alors après, c'est très relatif. Puisque... Mais quand tu dis montrable, justement, dans les conditions générales d'utilisation, il y a aussi, il faut avoir les droits. Mais même si on a des droits sur certains documents, il faut respecter... il y a toute une charte. Il ne faut pas que ce soit violent, il ne faut pas que ça enfreigne tous les droits de la presse. Donc il ne faut pas qu'il y ait tout contenu, évidemment, qui va être de nature... allez, je vais en citer quelques-uns, parce qu'il y a un nombre infini quasiment. Il y a plus de 150 causes d'illégalité, il faut le savoir, en matière de communication en ligne. Donc on peut avoir, évidemment, de la diffamation, c'est le cas le plus courant, de l'injure, du dénigrement, on peut avoir des incitations à la haine raciale, de l'antisémitisme, on peut avoir des propos politiques dans certains pays. Ah oui, ça peut être tout n'importe quoi. Oui, alors après c'est plus vaste que ça, c'est effectivement incitation, j'ai dit incitation à la haine raciale, je ne sais plus, je l'ai dit, ça peut être tout ce qui est négationnisme, tout ce qui est atteinte à un corps de l'État aussi, des choses un peu plus spéciales, mais atteinte vraiment sur le président, sur les institutions, voilà. Et puis on a absolument tout le code pénal qui peut y passer, donc c'est... Et le droit à l'oubli depuis peu? Parce qu'il y a Google qui a dit qu'il y a... Alors là, on glisse pour le coup sur un autre sujet qui sont les données à caractère personnel, où effectivement YouTube peut avoir une implication, puisque s'ils se voient eux aussi imposer le droit à l'oubli, ça veut dire qu'une personne qui ne maîtriserait pas sa vidéo, mais qui voudrait voir effacer sa vidéo, pourrait le demander. C'est déjà un peu le cas. Quand vous déclarez identifier une vidéo qui ne vous plaît pas, vous êtes dedans. Donc soit elle est à vous, soit vous apparaissez dedans, sans votre autorisation. Ouais. Tu peux faire cette déclaration-là. À ce moment-là, il faut envoyer une photo, il faut prouver que c'est vous qui apparaissez dans la vidéo. Mais c'est déjà le cas, c'est déjà prévu dans les. Alors c'est vrai que tout ça, très clairement, le danger pour le web, c'est que ça vient appauvrir le contenu, parce qu'à force de règles, on voit bien qu'on étouffe, on étrangle le flux de données. Néanmoins, il est tellement important maintenant qu'on a l'impression que même en l'étranglant fort avec du droit, parce qu'on a toujours les empêcheurs de tourner en rond, on le sait bien quand on parle de droit, on va quand même arriver à conserver un flux. Et je pense que c'est le moment de la maturité, vraiment, on le sent. Tu vois, ce que tu dis, ce mouvement-là, il est profond, et c'est l'Union européenne qui l'insuffle très très fort. Sauf que là, maintenant, les États-Unis commencent à nous suivre.
Et Obama commence à dire ah oui, bah nous aussi on va se mettre des diapasons. Ça c'est là que ça devient intéressant parce qu'avant moi j'avais des start-upers qui te disaient c'est bon la France c'est trop compliqué ils nous ont avec tous leurs droits avec leurs machins ouais aux États-Unis jamais Facebook ne se serait développé s'il y avait eu ça etc. Donc les exemples sont des exemples du passé. Et aujourd'hui, là où ils ont bien joué, les grands qui sont aujourd'hui en place, c'est qu'ils ont fait des choses sauvages. Ils n'ont pas respecté du tout le droit, mais ils n'en avaient rien à faire, ils ont avancé. Ils sont en position de force, et comme tous les gros en position de force, y compris dans l'industrie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter les normes. C'est-à-dire que moi je suis en haut, j'ai du flux, j'ai du financement, je suis en place. Donc maintenant ils vont monter le niveau normatif pour dire maintenant c'est comme ça qu'il faut faire parce que moi je fais comme ça. Maintenant tous les autres qui sont en dessous, il va falloir qu'ils s'alignent. Et vu que c'est très dur de s'aligner, eh bien, ils vont tuer la concurrence comme ça. Et ça c'est des systèmes qu'on connaît dans l'industrie depuis toujours. Ça a toujours été, même dans l'automobile, même dans... Voilà. Donc le mouvement, il est évident, il est bien maîtrisé. Et bon, là on est, à mon avis, par contre, sur un système qui est un peu plus compliqué à décrire. Le deuxième point, vous avez créé le contenu en question et où vous avez l'autorisation de l'utiliser, c'est ce qu'on voyait. Donc ça, c'est la stricte application en des termes, alors vous voyez, moins juridiques que ce qu'on a vu tout à l'heure dans les conditions générales. Hein. C'est juste pour vous dire, les enfants, il faut que vous ayez juste le droit de le faire. Vous êtes en mesure de fournir les documents prouvant que vous détenez, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est là qu'est la vraie modification. C'est qu'il va falloir maintenant démontrer, preuve à l'appui, et qu'effectivement, ce qu'on a promis, on peut le faire. Et donc, maintenant, finalement, YouTube ne se cache plus derrière cette promesse, ils vont vérifier. Et si vous ne pouvez pas le prouver, eh ben, votre contenu il est dégagé, parce que de l'autre côté, il y a un ayant droit qui taque à la porte et qui dit non, non, ce contenu-là, il est à moi, et je ne vous ai pas donné l'autorisation. Donc, après, c'est une joute probatoire, et finalement, cette joute, elle est automatisée par YouTube, elle est gérée par YouTube, et il faut bien se dire que c'est exactement ce qu'on va faire pendant un procès. D'accord. Hein. L'autre va devoir prouver que oui, il a bien les droits pour ce faire. Évidemment, après, votre contenu est conforme aux conditions d'utilisation qu'on a vues et puis au règlement de la communauté qui explique toutes les règles de bienséance, etc. et de contenus qui peuvent être des contenus violents, on peut en citer d'autres encore, hein, évidemment tout ce qui est pédopornographie, malheureusement, et puis il y en a des quantités d'autres comme ça, le code pénal en est plein. Au final, la sanction, c'est quoi? C'est que YouTube se réserve le droit de désactiver la monétisation ou bannir le contenu qui ne respecterait pas ces règles. Alors dans les faits, comment ça se traduit techniquement parlant? C'est qu'ils ont réussi à rendre automatisé finalement ce dont le droit et les ayants droit ont toujours rêvé. Et on voit que maintenant c'est possible. Et alors on a le même débat avec Google. Hein. On commence à dire à Google, vous nous dites tout le temps que vous ne pouvez pas filtrer, et puis finalement cette personne vous pouvez filtrer. Et quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, c'est ce dont ils ont toujours eu peur, mais là ils n'ont pas mis le doigt dans l'engrenage. Ils ont été jusqu'au bout de la logique finalement. Ils disent voilà, on a un système qui s'appelle le Content ID. On est capable de repérer, de prendre des empreintes d'une œuvre et ensuite de les détecter où qu'elles soient dans notre base de données. Donc maintenant, on est capable de les repérer, on sait que ça marche. Même s'il y a eu des bugs, des fois il y a eu des bugs qui sont restés célèbres, hein, où on a des contenus qui étaient complètement légaux, qui se sont retrouvés censurés au moment où il y avait les JO ou des trucs comme ça. On a eu des censures, des blocages qui ont fait un peu scandale. Mais le robot, donc l'IA, je dirais presque, qui est capable de filtrer ça, même si je ne sais pas si c'est très intelligent, mais en tout cas ça filtre beaucoup. Ils ont augmenté la sensibilité du filtrage parce qu'ils ont vérifié que ça fonctionnait. Donc maintenant ils ont dit ok, on met l'interrupteur, on tourne le potentiel à fond, et maintenant il va vraiment filtrer. Donc avant il voyait, il ne filtrait pas, maintenant il voit, il filtre vraiment. Donc dès qu'il y a un problème, on a une base de référence, on a un contenu qui est en ligne, s'il y a un contenu qui rentre dans le périmètre de cette base de référence, tout de suite ça allume des warnings, et là on va tout de suite mettre en stop jusqu'à ce que éventuellement, enfin non, ils ne mettent pas en stop tout de suite, ils mettent un warning, ils alertent d'abord le contributeur, ils lui disent attention, on a une alerte sur votre contenu, vous avez une dizaine de jours je crois pour justifier, preuve à l'appui, que vous avez bien les droits sur ce contenu. Et si vous y arrivez, on la laisse. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, automatiquement, ce sera supprimé. Alors, ce qui veut dire qu'il y a quand même un contrôle humain à un moment, parce qu'il y a quand même la lecture de documents, il y a quand même, à mon avis, des juristes ou des gens formés qui sont derrière pour vérifier que les contrats qui sont fournis sont bien les contrats qui correspondent. Parce que sinon, on peut fournir n'importe quel bout de papier et on s'imagine bien que ça pourrait fonctionner. Et je ne pense pas que le robot soit encore à même de lire un contrat. Je pense pas. Quoique,
L'algorithme du robot est calqué. Voilà, l'algorithme du robot serait vachement optimisé. Puis là, je commence à me poser des questions sur l'utilité de mon métier, si le robot suit bien le contrat. Donc, depuis janvier 2014, et en vertu du programme partenaire, l'utilisateur peut effectivement monétiser ses vidéos en lui associant des annonces publicitaires. Et donc, chaque clic de l'internaute qui regarde la vidéo va rapporter de l'argent, mais dans un même temps, on a ce système de Content ID qui peut effectivement sanctionner très très rapidement et donc donner raison aux ayants droit. Et en plus, alors là c'est un peu ce qui a fait scandale un peu sur le moment, du coup on donne les subsides aux ayants droit. Et tous les revenus. Tous les revenus. Il n'y a pas un pourcentage, c'est tous les revenus. Bah, c'est ce qui a fait un peu jaser. Par exemple, si je fais une vidéo, une causerie, puis je mets du Céline Dion derrière, moi je monétise pas ma chaîne, mais si elle était monétisée, les revenus iraient à Céline Dion. C'est une sanction. Voilà. Pour Céline Dion Pour moi. D'accord. De mettre du Céline Dion en fond, c'est une sanction. Oh bah c'est toi qui le dis, hein. Il y a des fans. Ensuite, les exemples de alors, les jeux, on se filme en train de faire quelque chose. Ah ouais, alors, moi je me filme en train des logiciels, j'explique comment marche le logiciel. Les didacticiels de logiciels, tout ce qui est aussi, toutes les personnes qui filment des jeux vidéo en fonctionnement pour montrer une solution de niveau, pour faire, des fois ils font des détournements. Il y a quelques détournements de Mosinor pour ceux qui connaissent, qui sont célèbres, avec un qui s'appelle la campouse pour les gens qui campent sur Call of Duty. Et donc on voit bien que ces gens-là, alors je pourrais d'ailleurs étendre aussi aux gens qui font des critiques sur des films, critiques de cinéma sur des films qui vont sortir ou qui sont sortis, tous ces gens-là se retrouvent pris au piège, puisque beaucoup étaient devenus des semi-pros parfois, et vraiment avaient un flux, une chaîne, etc. Et maintenant, on leur dit vous ne pouvez plus utiliser parce qu'on estime que ces extraits que vous utilisez ne sont pas que des extraits, c'est du contenu qui est soumis à droit d'auteur, que ce soit donc les images d'un jeu vidéo en train de fonctionner ou l'interface d'un logiciel en train de fonctionner, tout ça c'est soumis à des auteurs, c'est soumis au droit de l'éditeur, et donc vous devez respecter, vous devez obtenir l'autorisation de l'éditeur. Et donc on nous explique un peu gentiment, benoîtement dans les pages de YouTube que soit effectivement les CLUF de l'éditeur, donc les CLUF c'est d'autres contrats, c'est les conditions de licence d'utilisateur final, et qui nous dit, alors c'est l'équivalent des EULA, des End User License Agreement pour les contrats américains, qui nous disent voilà, vous êtes utilisateur final d'un logiciel et on va vous dire dedans, par exemple, si vous avez le droit ou pas de représenter ce logiciel dans le cadre de représentation publique. Donc c'est ce qu'il faut regarder dans les lignes du contrat. Idem pour un jeu vidéo, on va vous dire si oui ou non, il y a des éditeurs qui le font, si oui ou non vous avez le droit de filmer. Ça peut être aussi un MMORPG. Dans les conditions d'un MMORPG, on va avoir ce genre de truc. Est-ce que j'ai le droit de faire un reportage pour, par exemple, filmer une attaque massive entre deux clans? Il faut faire du Kingdom versus Kingdom. Il y a des gens qui reproduisent ça et qui font du suivi. Bon, oui, on filme une œuvre. Quand on filme une œuvre, mais qui est une œuvre interactive, donc qui fonctionne. Et les gens, les contributeurs, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident pour eux que c'est une œuvre et que même la représentation est une contrefaçon et pas seulement le fait de prendre le code source et de le reproduire ailleurs. C'est loin d'être évident. Même juridiquement d'ailleurs, c'est pas toujours évident. C'est peut-être aussi là parce que le gamin qui fait ça, il dit moi j'ai acheté mon truc, je filme mon écran quoi. Bien sûr. Voilà. C'est mon écran, c'est chez moi, je l'exécute sur ma machine et c'est moi qui joue. C'est mon œuvre, c'est moi qui joue. Et parfois il y en a qui ajoutent, qui font des œuvres dérivées, c'est-à-dire qui scénarisent, ils inventent des histoires avec des jeux. Il y a du Minecraft. Il y a du Second Life, il y a des gens qui font des trucs incroyables. Donc c'est là où il faut voir si expressément le contrat le dit, ou si on peut l'obtenir. Il ne va pas attaquer systématiquement parce que ça lui fait de la pub. Il y a des éditeurs qui ont dit qu'ils joueraient le jeu, mais potentiellement il y a des éditeurs qui ont déjà fait des procès pour ça. Donc voilà, à surveiller. Et en tout cas, très clairement, si l'éditeur a mis le contenu, le système Content ID va même pas se poser la question, il va censurer tout de suite. D'accord. En tout cas, il va dire attention warning, il faut que vous obteniez tous les droits. Pensez. Alors, moi, c'est ma conclusion. On va essayer d'être synthétique et à la fois un petit peu aussi critique, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Alors, premier point, attention, je dirais, parce que tout, effectivement, n'est pas dans les CGU. Il faut fouiller tout le site. Donc, pour avoir une pleine idée de ce à quoi vous êtes soumis, il faut vraiment tout lire.
Et suivant que vous êtes utilisateur, contributeur, vous utilisez le contenu payant, pas payant, bon, vous allez vous retrouver baladé. Alors, je trouve ça complètement fou, parce que Google, il centralise tout. Donc un coup on est chez YouTube, après on rebondit, on passe sur Google. Un coup d'ailleurs, un truc très très marrant, sur les conditions générales d'utilisation, on est soumis à la loi française et aux tribunaux français. Quand on passe sur les services payants, quand on est utilisateur payant de YouTube, on va passer sur les conditions de Google, parce que c'est Google Finance Ireland Ltd qui est donc c'est pas la même personne morale. Ce qui veut dire que si vous avez un problème sur les conditions payantes, vous allez attaquer quelqu'un qui est en Irlande. C'est pas le même combat du tout. D'ailleurs, on le fait pas au final. Ou alors on prend un avocat là-bas, ça coûte plus cher. Donc on a vraiment un écosystème, j'ai envie de dire, juridique qui est très 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 complexe, très foisonnant. C'est un peu comme du Apple. Faut fouiller partout pour arriver à comprendre. C'est un peu fait pour, à mon avis, mais derrière, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, il faut faire extrêmement attention, même quand on est sûr, en ayant lu les CGU, qu'on a l'impression d'avoir compris, il faut vraiment suivre tous les liens pour aller vérifier que les recommandations qui sont plus détaillées que ce qu'il y a dans les CGU ne vont pas finalement donner une forme de doctrine sur des points qui sont restés imprécis dans les CGU et où on voit comment on va être traité. Parce que du coup, ils sont jugés bourreaux, comme on le disait, ce qui veut dire que très clairement, c'est eux qui ont les clés et quand ils décident de fermer, que ce soit juste ou pas juste, juridique, pas juridique, légal, pas légal, on n'en a rien à faire, c'est eux qui décident. Ouais. Et ils ont le droit de le faire. Ouais. On arrive à les refaire changer d'idée. Hein. Ah oui. J'ai un exemple, toujours sur ma chaîne d'université qui est piqué nos vidéos. Moi, quand je faisais des déclarations, j'avais trouvé une vidéo, donc je fais le formulaire une vidéo, une autre vidéo, et donc quand c'est individuel, il ferme tout de suite. Puis à un moment, j'en ai eu marre, j'en ai trouvé une vingtaine, on a un formulaire multiple. Ouais. J'ai rempli le formulaire multiple, c'est tout parti. Et là, ils ont renvoyé un mail à l'auteur qui n'était pas moi, parce que je gérais la chaîne pour un enseignant d'université. Ils ont renvoyé un mail à l'auteur en disant le propriétaire de la chaîne, YouTube, vous êtes sûr que vous êtes vraiment à Lyon 1, puisque vous déclarez comme ayant droit à Lyon 1, prouvez-moi que vous êtes à Lyon 1. Puisque le mail d'inscription que vous avez utilisé pour YouTube, c'était un Gmail et pas un... Donc envoyez-moi un mail Univ Lyon 1. En l'occurrence, c'était ça. Le mail était envoyé en anglais, donc le prof a reçu ça, ils me font chier, ils ont quand même écrit en anglais, il n'a pas lu. En français, il n'a pas lu. Et donc au bout de 10 jours, je crois, clac, ils ont fermé toute la chaîne, la nôtre, et pas celle qui nous avait contrefait. Panique à bord. Donc là, il a fallu chercher sur les sites et des trucs comme ça. Donc là, il n'y a rien. Hein. Ouais. Donc c'est machin connaît truc qui connaît machin. Ça m'a pris 3-4 jours à retrouver un contact YouTube France pour contacter YouTube Monde, pour leur expliquer notre cas un peu. Il était de bonne foi. Et ça l'a mis pendant 15 jours, la chaîne était fermée, le temps de faire ce lien, de remonter. Ils ont tout rouvert et tout fermé en face par contre. Donc, on peut les faire changer d'avis, mais on arrive. Il y a une instruction, tu vois, du dossier. Voilà, en quelque part, voilà. Donc, mais c'est intéressant comme cas parce que ça montre que derrière, il y a des machines, quand c'est automatique, c'est fait automatique, mais il peut y avoir aussi une intervention humaine. Et ce qui nous a surpris, c'est que même s'ils avaient fermé notre chaîne, on aura tout retrouvé, les contenus, les commentaires, les statistiques. Ils avaient c'est juste à l'affichage. Et moi, une fois de plus, ce qui me surprend complètement, et en même temps, ce qui me terrifie un peu, c'est la place que prennent ces acteurs-là dans le règlement des conflits. C'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment... ils sont magistrats, puis ils jugent sur le siège, on appelle ça. C'est-à-dire qu'ils sont là, et puis ils ont un marteau, vraiment, et puis ils disent, voilà, c'est fini. Et on a le même problème avec Apple, par exemple, sur l'Apple Store, où très clairement, j'ai vu des gens me dire, moi, il y a un gars qui m'a pas payé mon développement d'apps. J'ai appelé, parce que je connais bien Apple, j'appelle Apple et je connais les gars et je leur dis que je ne suis pas payé, ils s'enlèvent l'app. D'accord. Tu sais combien de temps faudrait pour obtenir ça devant un magistrat ? 3 ans ? À peu près. D'accord. Donc c'est incroyable la place que ça prend dans le règlement des conflits. Moi, après, c'est de la rapidité, c'est bien pour les gens, mais c'est dangereux parce que c'est aussi dangereux. C'est pas à eux de rendre la justice, à mon sens. Et forcément, on arrive à des écarts comme ce que tu cites, c'est-à-dire que dans un premier temps, la décision peut être complètement expéditive et on a une justice qui est du coup très très expéditive. Voilà. Alors deuxième point, Google, j'ai mis Google parce que c'est quand même Google là, derrière. Google fait avec YouTube tout ce que le net collaboratif aurait dû faire dès le début. Parce que là, ce qu'on fait, c'est juste de respecter la loi. Je veux dire,
Là, on est en train d'appliquer la loi. Il faut se rendre compte que depuis 96, à peu près, on aurait dû faire ça. D'accord. On ne devrait pas avoir de contenu comme ça sauvage. Et le net, ça ne serait peut-être jamais développé, c'est sûr. Mais en même temps, la stricte application de la loi, bah, ça y est, on y est. Et on y arrive, c'est rendu possible techniquement. Et moi, d'un point de vue de jury, je trouve ça bien. J'espère simplement effectivement qu'il n'y a pas d'excès. Et c'est là où je veux en venir, c'est que on part d'un postulat dans ce système de Content ID qui me semble un peu dangereux, parce qu'on part du postulat que tous les contenus qui sont déclarés par les ayants droit sont des œuvres originales. Or, zut, la première des conditions, c'est quand même que l'œuvre, pour bénéficier du droit d'auteur, donc de la protection, soit originale. Et là, il n'y a pas de vérification. Et c'est pour ça qu'on a besoin des magistrats, parce qu'il n'y a qu'un homme qui est capable de dire si oui ou non une œuvre est originale. C'est quelque chose qui est éminemment subjectif, et en fonction de la forme d'art, et la forme d'art est complètement ouverte, du fait de la règle de l'unicité de l'art, on peut accepter toutes les formes de protection sur n'importe quel type d'œuvre, du moment qu'elle est exprimée. Donc, me dire, moi, spontanément, je fais n'importe quoi aujourd'hui, je prends une photo de mes gamins, je prends un dessin de mes gamins, je le mets en ligne, je le filme, je dis ça, c'est original, et n'importe qui voudrait le reprendre, je peux lui interdire. Non. Si l'œuvre de mes gamins n'est pas une œuvre originale et que c'est un truc qui est banal, au sens juridique du terme, je vois pas pourquoi n'importe qui pourrait pas le réutiliser. C'est du contenu qui est, pour le coup, dans le domaine public, parce qu'il n'est pas soumis à une protection. Donc ça, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, je reviendrai sur ce point-là. Je vais aller sur le point 4 tout de suite. Certains youtubeurs, donc on l'a évoqué tout à l'heure, des critiques de films, des testeurs, des réalisateurs, ne peuvent plus s'exprimer ou vivre de leur production. Et là, je suis pas sûr que ce soit le but de l'opération. Vraiment pas. D'ailleurs, on avait le rapport Lescure qui est paru il y a 1 an. C'était le rapport sur A2Pi, etc., et l'évolution, et qui préconisait de créer une nouvelle exception au droit d'auteur qui permettrait justement de pouvoir faire des détournements, de pouvoir utiliser les œuvres à des fins d'information de façon beaucoup plus large, pour correspondre justement à cette réalité du fait que oui, il y a des œuvres dérivées, mais en même temps, on ne fait pas de mal forcément à l'œuvre d'origine. Et il ne faut jamais oublier que le droit d'auteur, il n'est pas là pour créer des monopoles qui sont indéboulonnables, il est là pour créer un équilibre, pour qu'on encourage les auteurs à créer parce qu'ils ont des droits derrière, et qu'en même temps, on n'est pas en train d'étouffer la création. Comment on étouffe la création avec le droit d'auteur ? En protégeant trop bas niveau. Si on protège tout et n'importe quoi, on empêche n'importe qui de faire autre chose. Donc la réutilisation du contenu, c'est aussi quelque chose qui est bien connu dans le monde de la recherche, c'est quand même le but. Dans l'état de l'art, on doit pouvoir prendre des choses et pouvoir réutiliser des choses. Alors je suis peut-être un peu influencé par les théories un peu libertaires, parce que je suis beaucoup dans le monde de l'open source et du logiciel libre, et de l'open hardware, et de l'open data et compagnie. Mais zut, on peut garder un système de droit d'auteur tout en ménageant des libertés pour que ce système vive, parce qu'un système qui est cloisonné, qui est complètement une citadelle, à mon avis, c'est pas un bon système. Il y a ça, et puis il faut donner de la visibilité. Aujourd'hui, c'est un paramètre important, qu'on puisse en parler, le citer, le montrer. Moi, je trouve, et je comprends les gens qui disent j'arrête, parce qu'on a eu des vidéos à foison sur YouTube, ils disent j'arrête. Aujourd'hui, j'arrête parce que je peux plus, j'ai plus le droit de le faire. Et donc, on a comme ça des déclarations un peu posthumes qui sont absolument à tirer une larme, avec des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont des auteurs eux aussi, parce qu'eux aussi créent du droit d'auteur, eux aussi sont des auteurs. Et ils ont besoin du matériel des autres, ils ne peuvent pas, ils n'obtiendront jamais les droits, c'est une évidence auprès des éditeurs. Donc on va passer à slide dernière, parce que je pense qu'on a mis ce gros bouton stop. Là pour le coup c'est une œuvre de collaboration entre moi et Christophe. On est ce que j'appelle le copyright madness, qui est quasiment une marque réservée, parce que c'est pas de moi du tout. Vous chercherez sur Copyright Madness et vous tomberez. Alors je sais plus qui c'est qui fait ça, le Copyright Madness. Moi je découvre. Si, mais s'il y a quelqu'un, j'ai honte. S'il me regarde, j'ai honte, pardon. Toutes les semaines, vous avez un Copyright Madness qui est vraiment une source inépuisable de démonstration de la bêtise parfois des ayants droit et de la justice.
qui va trop loin dans la protection des ayants droit et qui va tuer les ayants droit. Non, au contraire, qui va les favoriser à un point qui est délirant. Et je me souviens de Jérôme Muette, qui est un auteur juridique, qui est un prof de Paris, je ne sais plus de quelle fac, et qui avait écrit dans un article, si on continue de laisser faire les auteurs, un jour ils pourront nous dire dans quelle bibliothèque, celle de droite ou celle de gauche, j'ai le droit de ranger le livre quand je l'ai acheté et quand je le range chez moi. Et c'est vraiment ça, on est en train d'étendre la main de l'auteur tellement loin qu'ils ont le droit vraiment de protéger des choses improtégeables et même de violer le droit. C'est comme ça qu'on arrive à des aberrations du genre du contenu qui est maintenant, qui n'est plus protégé parce qu'on a dépassé les 70 ans après la mort de l'auteur, qui est dans le domaine public et qu'on va retrouver néanmoins défendu, y compris par l'État parfois, dans des bases publiques qui sont vendues. On vend des bases publiques sous prétexte qu'on les a classés, on va remettre une couche de protection juridique sur des contenus qui devraient être libres, parce qu'aujourd'hui, ils sont complètement dans le domaine public. Et on va, du coup, exagérer complètement l'application. Et moi, il y a un point que je pense qu'on oublie, c'est les exceptions au droit d'auteur, parce que là, le Content ID, le système de YouTube, il est complètement aveugle de tout ce qui est liberté par rapport à la courte citation, par rapport à certaines exceptions pédagogiques. Alors, c'est vrai que les exceptions pédagogiques, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas qui est en face. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on a d'autres exceptions. Tout ce qui est reproduction d'une œuvre d'art à des fins d'actualité. Ça, c'est un autre problème. L'accès aux handicapés. On a plein d'exceptions qui pourraient s'appliquer. Et là, en fait, on dit non. On balaye ça. Et ça manque de finesse encore. On est passé de rien à tout. Et moi j'ai envie de dire, il faudra que ça évolue parce qu'on a forcément besoin de réintégrer une granularité un peu plus fine et de dire, attendez, non, j'ai le droit, comme tu disais tout à l'heure, de rétablir la vérité, de dire non, parce que regardez, j'ai obtenu le droit parce que moi, dans mon pays, ça correspond à une exception en droit d'auteur et j'ai le droit de l'utiliser. Donc, moi je pense qu'il y a une très bonne intention de YouTube et de Google de dire on va rendre à César ce qui appartient à César et on va sécuriser le contenu. Par contre, on a vraiment l'impression qu'ils sont les seuls maîtres à bord et ça, je trouve ça dangereux pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et puis, il y a un énorme risque de surprotection qui, moi, me laisse un goût amer, si tu veux. J'ai l'impression que c'est devenu tellement pro ayant droit que la balance est déséquilibrée. Puis là, il y a aussi tellement déséquilibré que les petits labels en ce moment sont en guerre avec YouTube ou YouTube est en guerre avec eux. Ouais. Bref. Il y a une hégémonie. Il y a une politique économique. Je voudrais retrouver qui fait ce fameux copyright madness. J'ai mis des effets spéciaux, t'as vu? C'est fabuleux. C'est fabuleux, hein, t'as les yeux qui piquent. Hein. Voilà, donc vous avez les coordonnées de Gérald si vous voulez poser des questions complémentaires juste par rapport à cette petite causerie là. C'est des choses sur le CGU. Une dernière chose à rajouter? On le tweetera, on mettra en dessous la vidéo. Ouais, ça m'embête vraiment, je suis pas bon, ça m'embête, mais voilà, tu me mettras dans les références avec les vidéos. Dessous, il n'y a pas de souci. C'est Numera, je pense qu'il fait ça, c'est numera.com. D'accord, numera.com. Hop, on va revenir ici. Qui font le travail fabuleux. Ah, les effets spéciaux passent bien parce que on peut contrôler sur ma tablette en même temps. Ouais, t'as vu, c'est super. Ouais, c'était chouette. Bon, merci pour ces explications de conditions générales d'utilisation. Bah oui, puis j'avais quelqu'un qui devait venir faire avec moi, tu sais, Charlie, il n'a pas pu venir, donc il est en pleine révision. Donc, voilà. Charlie révise. Si nous regarde, Charlie, qui m'a aidé initialement à préparer. Il a bien bossé, Charlie. Non, ça c'est moi qui ai fait le contenu quand même, là, s'il te plaît. Hein. Vous avez bien bossé, les gars. Merci, à une prochaine. Ouais, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.